Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, cette nuit, c'est avec Maurice Barrès que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture des Déracinés. Nous en sommes au chapitre 3, un chapitre intitulé « Leur installation à Paris ». Vous avez cru que la République n'était pas seulement le gouvernement le plus propre à mettre en valeur toutes les bonnes volontés, à offrir une issue et une carrière à toutes les ambitions légitimes, à nous protéger contre les révolutions. Vous avez cru qu'elle était de plus une grande et efficace leçon de dignité morale. Vous avez pensé que si les services du maître d'école ont leur valeur, il ne suffisait pourtant pas de l'instituteur pour faire d'un citoyen un homme, qu'il y fallait bien d'autres choses encore et en particulier ce grand enseignement qui est l'esprit de la société où l'on vit. Discours de Challemel-Lacour au Sénat, le 19 décembre 1888. Quand le train de province, en gare de Paris, dépose le novice, c'est un corps qui tombe dans la foule, où il ne cessera pas de gesticuler et de se transformer jusqu'à ce qu'il en sorte, dégradé ou ennobli, cadavre. Autour des gares, examinez ces enfants qui viennent avec leurs valises. On voudrait savoir dans quel sentiment, avec quelle vue prophétique sur eux-mêmes, tous les imperatores, les jeunes capitaines, adolescents marqués pour la domination, vainqueurs qui laisseront une empreinte où des âmes se mouleront, firent leurs premiers 20 pas sur les pavés assourdissants de la cité de Dieu. Dieu, la plus haute idée commune, ce qui relie, exalte les hommes d'une même génération, ne se fait plus entendre dans les départements, parce que leurs habitants n'osent plus écouter que l'administration. Ils parlent seulement dans les villes, ou mieux, dans la ville. C'est bien ce que pressentaient nos lycéens de Nancy. Le jour où François Sturel débarque de Lorraine, 31 décembre 1882, Gambetta meurt. Belle date pour naître. Comme si l'on disait à la mort « Déblayez, faites-nous de la place, voici l'équipe de Lorraine ». Une élite de 7 jeunes gens, tous joyeux, vient s'offrir aux nécessités de la vie. Corps neuf, actif, encore mal défini, propre à tous les accommodements. Imaginations avides et nullement averties, sens chatouilleux de l'innocence vigoureuse. De cet âge d'un si beau son, 19 ans, Sturel ne pensait pas à jouir, mais se désolait du temps perdu à la campagne où seul, auprès de sa jeune mère et par la volonté des grands-tantes, il avait préparé ses premiers examens de droit. L'autorisation de poursuivre ses études à Paris, après 2 années, enfin, il l'a conquis sur la timidité maternelle dans une des promenades qu'elle et lui avaient coutume de faire depuis sa petite enfance, au long de ces plaines sans caractère, mornes horizons qu'enfiévraient leurs sentiments violents de l'avenir. Monsieur Sturel, le père, malgré sa passion exclusive de la chasse, avait dû, pour tenir son rang, s'inscrire à la société d'agriculture. Il améliora ses terres et son revenu tomba de 30 000 francs à 12 000. Madame Sturel décida d'en prélever le quart pour son fils. Elle pensait ainsi assurer le bien-être nécessaire à son enfant chéri et de santé délicate. On lui dit qu'une Madame Allison, femme d'un grand verrier lorrain, vantait le jardin et la bonne table d'une pension parisienne de la rive gauche où elle habitait une partie de l'année avec sa fille. Madame Sturel jugea que son fils y vivrait décemment et qu'à ses visites, elle trouverait place auprès de lui sans le gêner. François ne remarqua même pas que,
la sollicitude maternelle restreignait un peu sa liberté. De tous ses désirs, le plus pressant tendait vers des êtres pour qui il put s'enthousiasmer, contrarié par l'angoisse de leur apparaître indigne. Installé depuis 5 jours à cette villa Coulonvaux, il eût été bien incapable d'en parler 10 minutes. C'est la seule construction ancienne de la rue Sainte-Beuve. Elle a, sur le devant, une cour et par derrière un jardin avec de bons arbres. Son enseigne enlevée, elle aurait un air d'hôtel particulier pourvu que l'on prît soin de chasser la cuisine, installée sur la rue dans la loge élargie et qui, de son odeur, de son aspect, de son bruit de vaisselle, gâte les premiers pas chez Madame de Coulonvaux. Sur les salles à manger et salons du rez-de-chaussée se développent 2 étages de chambres où vivaient, en 1882, de ces Anglaises véritablement viriles qui passent quelques mois à Paris. Un ménage dégoûté de tenir maison, des vieux messieurs, des vieilles dames, des plus jeunes mais sans agrément. Un assemblage de ces créatures mesquines qui semblent toujours avoir les pieds froids. Pour jeune homme, le seul Sturel. Un adolescent qui a du feu et rien de vulgaire intéresse aisément des vieillards pas trop souffrants et des femmes surtout. Ce nouveau pensionnaire a le bonheur de voir Paris avec des yeux tout neufs. Il est une chose qui vient de subir sa destinée, une force qui désire s'épuiser. De telles réflexions que François Sturel, dans sa fleur de jeunesse si fière, eût éveillé chez un esprit philosophique, ne se formulaient pas nettement pour ces retraités de l'existence qui le virent un matin prendre place à leur table. Tous, pourtant, il les rajeunit d'une aimable impression de sympathie. Il n'en prit pas conscience. Il y serait d'ailleurs demeuré insensible. En ce jeune homme d'esprit audacieux mais timide d'allure jusqu'à la sauvagerie, s'engendraient et grandissaient des sentiments nouveaux dont le démembrement l'occupait tout entier. Le désir sensuel, l'amour de la gloire, la mélancolie tourbillonnait chez cet évadé. Depuis 2 ans, la nuit, des cauchemars lui évoquant le lycée, il se réveillait en sursaut pour crier à son oreiller « Je suis libre, libre !» Il ajoute maintenant « libre dans Paris !» Il lui manque de comprendre sa pleine puissance et de dire « j'ai 19 ans !» Le jeune roi de l'univers. Ses premiers jours furent animés de la plus violente ivresse. Il aimait le froid qui, par une douleur légère, lui prouvait que cette belle vie toute neuve n'était pas un rêve. Il trouvait de la saveur à l'air qui remplissait sa jeune et fraîche bouche, ouverte pour crier son bonheur. Ce n'était point Paris, mais la solitude qui le possédait. La solitude plus enivrante que l'amour, comme il la désirait. Sa passion s'est encore irritée depuis le collège dans les 4 rues de Neufchâteau. Maintenant, il reçoit d'elle des jouissances qui dépassent son attente. Les rues, les jardins publics, sa chambre lui offre des voluptés qui le transportent de reconnaissance. Enfin, il pourra donc s'occuper de soi-même et non plus dans le désert lorrain où ses appels ne levaient nul écho, mais dans la ville aventureuse qui suscitait parfois à récompense la hardiesse. Les méditations, les lectures, les fièvres de Sturel ne se souciaient d'aucune morale. Il se demandait seulement les moyens de s'associer à cette vie immense étendue devant lui. Misérable singulier, ce n'est pas assez dire, il se demandait. Toutes les énergies assemblées de sa jeunesse aspiraient l'air, frappaient le sol de leurs pieds et hennissaient comme un régiment de hussards qui attend le signal de la charge. Le 6 janvier, un jeudi soir, la cloche du dîner le dérangea dans une lecture si intéressante qu'il la poursuivit à table d'hôte. Cela déjà parut peu convenable. En outre, chacun a l'envie commenter le grand événement. Les funérailles de Gambetta, les magnificences du cortège, la perte irréparable que c'était pour la France l'indifférence de Sturel qui ne se détournait pas de son livre.
choqua tout le monde et Madame de Coulonvaux crut devoir une réprimande maternelle à un si jeune homme. À votre âge, monsieur Sturel, on préfère aux questions sérieuses un roman bien amusant. Toutes ces âmes d'esclaves, se dit le jeune homme, se domestiquent à la mémoire de Gambetta. Il répliqua « Eh, madame, je lis un livre sublime !» Aussitôt, il craignit un léger ridicule parce que sentir avec vivacité semblait bouffon au lycée de Nancy et, sans prendre haleine, il redoubla « C'est un livre dont pas une femme ne peut médire. » Il avait un tel feu dans le regard que toutes les sympathies des femmes lui furent acquises. Il baissa la voix pour expliquer à la jeune fille assise auprès de lui ce qu'était la nouvelle Héloïse et comme il vit que tous l'écoutaient, une rougeur couvrit son front. Le menton de Madame de Coulonvaux a, dès le premier jour, occupé François Sturel qui le juge puissant et voluptueux. À l'espace informe qu'il voit chez cette dame, des cheveux aux sourcils et d'une tempe à l'autre, il comprend qu'elle pensera toujours nullement et sans ordre. Mais un tel menton décèle qu'elle aimerait à jouir triomphalement de la vie. En vérité, les circonstances se prêtent mal au grand pittoresque. Madame de Coulonvaux, modelée au jugement de ce bachelier pour être Vitellius, tient une pension de famille et joue les majors de table d'hôte. Ses instincts pervers se bornent à ceci qu'elle aime tout de même à voir se contracter la mince figure aux yeux fatigués de François Sturel. Pour obtenir ce résultat qui divertit toute la table, elle n'a qu'à lui parler comme elle pense. Cette personne, d'âme et de corps, est un peu massive, de celle qui nécessite au moral l'épithète d'honorable et au physique de pectoral. Pectoral. Cela se dit en zoologie des animaux qui ont la poitrine remarquable d'une manière quelconque. Par exemple, par la structure osseuse, par la coloration. C'est par l'ampleur que vaut cette dame. Elle est honorable parce qu'elle l'honore, sans vérification, les braves agents de police, les intègres magistrats, les éminents et les distingués académiciens, notre incomparable comédie française, les écoles du gouvernement, les membres de l'université, la Légion d'honneur, toutes les élites et tient, pour des réalités, le décor social et les épithètes fixées par le protocole des honnêtes gens. Cette vision de l'univers en vaut une autre et facilite le rôle de l'administration. Elle irrite un jeune homme qui n'a pas encore perdu l'habitude des petits enfants d'exiger qu'en toute chose on soit sincère, logique et véridique. Madame de Coulonvaux est en réalité une pauvre innocente, accablée de charges et qui ne tient pas à ce qu'elle dit. Tandis que dans cet âge où l'on croit aux idées simples, Sturel à toute minute prend les armes pour défendre ses opinions et se hérisse contre les mots. Vous reconnaissez bien, dit-elle, que Gambetta est un grand homme. On n'occupe pas d'aussi haute situation sans une valeur exceptionnelle. Sturel, qui penchait à accorder le premier point, soit la qualité de grand homme à Gambetta, fut indigné par l'ampleur de la seconde proposition, à savoir que tout individu appelé à des charges importantes en serait digne. Par mépris, il dédaigna de répondre. L'administration organisée pour ce pays par Gambetta, et que M. Jules Ferry va fortifier sans y rien modifier, dure et durera. Cette tablée de médiocres ne se trompe pas en constatant l'importance de celui qui vient de mourir, en lui la force à résider. Seulement, ils affirment au petit bonheur, et sans renseignement particulier. Ils sont disposés à attribuer la même valeur à toute puissance de fait. Et n'est-ce pas de leur part fort raisonnable? Ils ignorent tout, hors leurs besoins individuels. Pourvu qu'ils soient à l'abri de la misère et de la souffrance, ils se désintéressent de la collectivité et du gouvernement, où d'ailleurs ils n'entendent rien. Ils sont nés pour subir. Dès lors,
quand ils inclinent leurs cœurs ignorants et soumis devant un dictateur, honorés d'un enterrement national, ils sont dans la vérité et dans la logique de leur ordre. En outre, de leur point de vue, ils distinguent en ce jeune garçon l'agaçante fatuité des adolescents inexpérimentés. Mais pour celui qui, d'un lieu supérieur, serait à même de les départager, Sturel, lui aussi, a raison. Il n'est pas d'une espèce à accepter le fait acquis. Un tel esprit a le droit de contrôler chacun des personnages que les nécessités momentanées de la patrie ou des partis installent dans le rôle de grands hommes par le jeu naturel des forces. Son tort, c'est que par manque d'autorité, par une timidité qui a les apparences du dédain, peut-être aussi par incapacité de se formuler, il ne prononce pas les paroles qui eussent mis son âme à la portée de son auditoire. Au reste, l'univers peut bien enterrer Gambetta. Pour ce jeune homme, ce 6 janvier, Jean-Jacques Rousseau vient de naître. Madame de Coulomvaux pensa qu'il était conservateur, elle respectait les opinions des pensionnaires. Elle fit signe qu'on n'insista point. Toutefois, parce qu'elle aurait pu être sa mère et qu'elle aimait à le voir tout frémissant, « Monsieur Sturel, interrogea-t-elle, jeudi vous êtes parti. Vous nous resterez ce soir, n'est-ce pas ?» Le jeudi était le grand jour de la villa. Il y avait réception et souvent on dansait. Des jeunes gens venaient du dehors, introduits par quelques pensionnaires. À leur tour, ils amenaient leurs camarades. Sturel contraria Madame de Coulomvaux en répondant qu'ils devraient sortir. « Mais enfin, si ces dames vous demandent de les faire danser. »« Je ne sais pas danser. »« Voilà, se dit la maîtresse, un petit être du commun. » Et l'accent de sa réplique trahissait de la condescendance. « On vous apprendra. C'est l'affaire de 4 leçons. La danse est nécessaire à 20 ans, comme le whist à 30. »« Je trouve la danse fort ridicule, » déclara Sturel, qui craignit d'être protégé. Son âpreté lui enleva toutes les sympathies qu'il venait de conquérir. Ce jeune homme, qui n'avait pas encore aimé et chez qui les moindres incidents grandis par une imagination incomparable suscitaient immédiatement une émotion de toute l'âme, était incapable de l'indifférence ou de la frivolité qu'il faut pour une simple conversation. Bien que ses efforts contre sa timidité lui maintinssent un air glacé et cette carnation égale et bleuie, où Cabanis voit l'annonce des grandes facultés de l'âme, son orgueil, son enthousiasme s'intéressaient aux moindres propos. Sur un mot, sur un geste, il exécrait, admirait son interlocuteur. C'est en frémissant d'humiliation qu'il se remit à sa lecture. Les lignes dansaient devant lui. Averti par son instinct de la légère coalition que son attitude incompréhensible déterminait, il releva la tête et vit les pensionnaires échanger des regards qui signifiaient « Quelle arrogance de jeunesse !» Alors il les défia d'un air si dur qu'ils eurent l'idée de le respecter. Seule, sa voisine l'examinait avec les yeux les plus beaux du monde, où beaucoup d'amitié apparaissait en même temps qu'une grande envie de rire. Une curieuse image à la grande ville, une curieuse image à la grande ville, cette jeune fille de 17 ans. C'est la fleur sur la tige, sa tête délicate orientée par la curiosité comme vers le soleil. Son corps fait pour les parures est tel que tout passant, séduit en 1 minute, voudrait une occasion de la protéger. Elle plut à Sturel parce qu'elle avait l'air enfant et qu'il se savait malgré tout un enfant. Et quand la conversation générale lui détournait l'attention, il lui dit, avec une apparence d'ingénuité dont il connaissait parfaitement le charme, « Et pourtant, mademoiselle, je ne suis pas si insensible que ces êtres-là veulent le croire au plaisir qu'on peut trouver tout à l'heure au salon. » Il y avait, cette fois encore, dans son regard une expression timide et brûlante. Et dans la manière de dire ces êtres-là, une fierté qui saisit la jeune fille.
Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter et nous allons laisser là Françoise Turel. C'était donc Maurice Barrès, Les Déracinés. Merci de nous avoir suivis. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VPN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Salut!